les sensations sur scène, le temps il s'arrête. T'as le temps qui s'arrête et c'est comme si tout ce que t'avais souffert avant, tu penses plus à la souffrance, tu te dis, je suis comme ça, les gens ils applaudissent ou pas, tu vois, ça dépend du public, mais t'es là comme ça et t'as une sensation, le temps il s'arrête, t'es là, t'as fait tout pour venir ici, t'as donné le meilleur de toi-même, c'est... Julien, merci, merci beaucoup d'être là. De rien, Thomas, un plaisir. Merci, donc c'est Julien Bonvoisin, c'est un athlète, un ami, très grand sportif. Et je voulais vous le faire partager sur Tuto Fitness, car c'est avant tout un coach et aussi un passionné de photo, et je voulais qu'il vous parle de son parcours. Donc Julien, déjà pour commencer, première question, est-ce que tu pouvais te présenter pour les abonnés de Tuto Fitness pour le Internet? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Julien Bonvoisin, qui est Tonton Power, JV Power sur ma chaîne YouTube. J'ai 22 ans, ouais je crois que c'est ça, j'ai 22 ans et je suis coach sportif et à mes heures perdues photographe depuis à peu près 1 an. Et voilà, je travaille dans 2 salles et je fais mon activité à côté pour avoir un petit peu de temps et voilà, je me réserve du temps pour faire ce que j'aime à côté et voilà, je fais mon métier, je fais ce que j'aime et voilà, ça me... Parfait. Nickel. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ton parcours sportif? Qu'est-ce que tu as fait avant d'être coach sportif, qui était Julien Bonvoisin, du début jusqu'à maintenant en fait? Avant ce métier, j'étais quelqu'un de perdu et qui n'aimait pas comment être toujours dans faire la même chose, toujours à la même heure, toujours la routine. Qu'on soit dicté. Donc tous les sports où il y avait une heure précise. J'ai adoré tous les sports que j'ai fait. J'ai fait je sais pas, comme un peu tout le monde, peut-être pas tout le monde, j'ai fait du taekwondo, du judo. J'adorais tous les sports où il y avait de la force, où il fallait montrer. Et il y avait j'ai fait du foot très, j'aime pas trop. J'ai fait du foot, du judo, taekwondo j'ai dit. J'ai fait un peu de rugby. J'ai fait de la boxe thaï. C'est vraiment ça qui m'a révélé entre guillemets non, mais qui m'a vraiment donné confiance et qui a commencé à aimer ce que je fais pour la culture physique en fait. Parce que quand on fait de la boxe taille, on est sec, on est taillé, on a des abdos la plupart du temps. Et j'étais jeune et j'ai kiffé. Mais j'aimais pas le fait de toujours à telle heure tu fais ça, tu viens. C'est vrai que c'est une discipline, c'est bien, c'est rigoureux, mais j'aime bien pouvoir... je suis un électron libre et du coup j'ai jamais trouvé ma place. Voilà, c'est comme dans les métiers, ça on en viendra peut-être après. Mais c'est bien parce que la boxe thaï c'est un peu aussi vachement discipliné. Je me rappelle avoir fait des cours de boxe et tout ça, c'est vraiment, faut venir à tel moment, il y a les pompes à faire, il y a l'entraînement, c'est quand même vachement discipliné quand même, mine de rien. C'est vachement discipliné, mais je pense que ça a toujours été en moi qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de mon temps et que c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui à faire de la muscu et parce que je peux y aller quand je veux. Okay. Si un jour j'ai un empêchement le matin, je peux y aller à l'après-midi. Je peux organiser mes repas en fonction d'aller à la salle après. C'est pas le même sport, on est d'accord. Après, si j'ai des amis qui peuvent m'entraîner à la boxe, je peux toujours faire ce que j'aime. Mais la muscu, ça m'a vraiment permis de faire comme je voulais et pouvoir dépenser mon temps comme je le veux. Et surtout de pouvoir me donner à fond quand... Okay. Mais c'est vrai que ça reste une rigueur quand même, c'est différent. Je pense qu'il faut même plus de rigueur quand t'as pas des heures fixes et tout que si t'en avais. Et donc t'as toujours été dans la musculation? Ça a toujours été ton métier? Ou qu'est-ce que tu faisais avant? Par exemple au niveau professionnel, qu'est-ce que tu faisais avant? Même au niveau scolaire, est-ce que tu as des diplômes, tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, au niveau scolaire, c'est la même chose que dans le sport. Pour moi, j'ai toujours pensé que le système scolaire n'était pas adapté à tout le monde. C'était pas adapté, je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. Les seuls cours, j'ai fait le collège, voilà. Je vais en venir juste après. Et vraiment, les cours où je me libérais, c'était le sport, l'art plastique, quand il y avait même un peu de musique. Tous les métiers où il y avait de la création artistique, exactement. La créativité, je pense que c'est ce qu'on nous enseigne le moins, la créativité, comment réussir non, parce quand on est petit, non, mais au moins comment libérer son potentiel créatif. Je suis totalement d'accord. De toute façon, à l'école, il y a tellement de choses qui nous auraient servi dans la vie, qui auraient pu être enseignées, qui n'ont pas été faites,
que c'est dingue. Comme tu dis, la créativité pousse un peu plus les élèves à... Ouais. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure, parce qu'hors caméra, on parlait beaucoup de la vie en général, et je disais à Julien, j'aime beaucoup lire en ce moment. Et j'ai découvert, par exemple, il y a des livres, je me dis, mais pourquoi on ne les a pas montrés à l'école? Ça nous aurait tellement servi. C'est clair. Mais bon, ça pourrait être un autre débat, mais c'est vrai que l'école, ça, c'est Ouais, c'est un débat particulier. Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai commencé une première année de lycée. Okay. J'ai pas le brevet des collèges parce que j'avais trop de points à rattraper, je les ai pas eus. Et j'ai fait la pâtisserie, j'ai été au bout des 2 ans. Voilà, pour moi c'était ouf parce que je l'ai eu avec une bonne moyenne en plus. Et ce petit truc qui a fait que j'ai moins aimé la pâtisserie, j'ai commencé à me tourner vers le sport, à me dire je suis là, je suis devant mon établi, je vois que la fenêtre où je vois ma collègue tout le temps, c'est bien, je fais tout ça, j'ai pas de contact avec les gens. J'ai pas de contact avec les gens, mon job c'est de leur faire un truc limite bien gras, parce que moi je suis généreux, donc un truc bien gras, de leur fournir, ok, ils se font plaisir, mais c'est pas comme ça que je voyais, je préférais plutôt aider les gens à ce qu'ils soient heureux mais différemment. Okay. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à ce métier, où j'ai pas mal galéré pour pouvoir avoir, parce que comme tu sais très bien Thomas, le BPGEPS c'est très cher. Comment t'en es arrivé à faire comment tu peux expliquer les démarches que tu as fait pour devenir coach sportif? Quelle école tu as fait? Parce qu'on se connaît du diplôme, mais donc, voilà, tu peux expliquer un petit peu comment tu as fait la formation. Quel diplôme tu as fait, l'école? J'ai été, après la pâtisserie, quand j'ai fini, je n'ai pas travaillé dans une pâtisserie, j'ai été au chômage, Pôle emploi, voilà. Et j'ai eu un conseiller, on a parlé, on a fait des démarches, etc. Donc j'ai fait des stages, on a fait un dossier avec une personne spécialisée pour voir si c'était bien, parce qu'il voulait vraiment savoir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et je lui ai vraiment montré que... Tu voulais être coach sportif. Je me suis dit, alors c'est comme ça que je pense, et que je pense que je pense, ça fait beaucoup de pense, mais que ça marche, ça peut marcher dans la vie, c'est... Soit je fais ça de ma vie parce que j'aime, soit je fais rien. Tu vois, c'est comme si c'est soit tu y vas, soit tu meurs. Okay, tu vois. Marche ou crève. Marche ou crève. Moi je fais ça, je fais rien d'autre. Après, le métier a amené autre chose, tu vois, aussi dans ma vie, mais c'est ça ou rien, tu vois. Et je lui ai fait comprendre. Et au final, c'est à peu près 8 000 €, 7 500 € les 2 mentions de BPGEPS. Il a un peu changé le BPGEPS, donc on n'a pas passé le même, voilà, mais il a changé juste après le nôtre en plus, quand on a passé en 2016. Et il avait un budget et il est parti en vacances, c'est bête, hein, c'est tout bête comment c'est arrivé, fin septembre, tout ça, il est parti en vacances, il n'a pas transmis mon dossier à un autre conseiller, ce qui fait que je me suis retrouvé à pas pouvoir faire mon entrée en formation, je devais aller à l'IPMS en septembre. Il a appris ça, du coup moi je me suis mis à travailler pour financer ce diplôme, donc j'ai travaillé avec les jeunes, avec les petits à la MCJ, tu vois, le mercredi après-midi, le samedi ou pendant les vacances, tu vois, les activités scolaires, etc. Okay. Et ce qui d'ailleurs m'a vraiment aidé à m'ouvrir et ce métier. Voilà. Ouais. Mais je me suis toujours dit, je préférerais animer des cours pour des grands plutôt que des petits, parce que les petits, c'est un peu plus dur quand même, c'est particulier. Ouais, mais j'avais bossé avec les enfants à moi, j'avais bien aimé, ça c'est particulier. Particulier, mais ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Ça m'a aidé aussi pour ce métier. Et donc, qu'est-ce qui a fait? Donc, c'est en montrant ta motivation que c'est ça, ton dossier a été appuyé, malgré qu'il y ait eu le changement de conseil. Il m'a dit, à cause de cette petite erreur de transmission, j'ai pas pu te faire rentrer dans une formation. Écoute, il m'a rappelé en décembre. Hein. Il m'a dit, écoute, j'ai ton financement. J'ai dit, mais je travaille, moi, je vais payer mon BPGEPS, tu vois. Il m'a dit, j'ai ton financement, je t'avais dit d'attendre, t'inquiète. J'ai dit, je ferai tout pour toi, pour que tu l'aies. J'étais sur Internet, BPGEPS, rentrée janvier, j'étais en panique. Il y avait une autre école, et il n'y avait que cette école quasiment Global Training qui était disponible pour la double mention. Et c'est bête parce qu'au début, je voulais faire que la mention D. Donc, mention D, c'est la mention. Ah oui. En fait, c'est l'ancienne. Dans le BPGEPS, il y a 2 mentions. Donc, il y a la mention D qui est musculation pour les coachs plateau, et il y a la mention C qui est cours collectif. C'est pour les coachs qui veulent donner les cours step, tous les cours collectifs, body pump, tout ça. Et il y a aussi la possibilité de faire les 2 mentions, donc C et D. Et donc là, ce que Julien a dit, c'est qu'à la base, il voulait faire que la mention plateau. Ouais, que la musculation, parce que j'étais un pur muscu, et c'est là que je me... Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
À une semaine près, en fait, les remises de dossiers n'étaient pas à la même échéance. À une semaine près, j'ai raté la remise de dossier en mention D. J'ai dû refaire la mention C et D, du coup, coach sportif sur plateau et en cours collectif. Et au final, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée. Ok. Parce que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, c'était un autre monde, un monde différent. On a vu la mention dans laquelle j'aurais pu être. Et c'était pas la même chose déjà. Bon, déjà, on s'est amusé. Sincèrement, on s'est éclaté parce que... On était dans la même classe. On était dans la même classe. Mention C et D. On s'est éclaté, quoi. Enfin, c'était dur, mais c'était une belle année. Et aujourd'hui, si j'en suis là, dans ce que je fais, même en dehors de mon métier de coach, c'est grâce à ce métier parce que j'ai rencontré des gens dans des salles. Et si j'avais pas eu cette double mention, j'aurais jamais travaillé dans cette salle. Donc ça veut dire que tu conseillerais, par exemple, aux personnes qui regardent la chaîne, qui seraient intéressées de faire le métier de coach sportif, de faire la double mention alors, C et D. Absolument. J'ai un collègue donc, qui est en stage qui veut absolument pas faire la mention C. Il paye sa formation lui-même et il a dû repasser, il a dû repayer parce qu'il a raté un truc de l'ADR. Donc on en reparlera si tu veux. Et du coup, il veut pas faire la mention C. Et je lui dis, si tu arrives à développer ton coaching à côté, c'est bien. Mais si tu veux travailler dans une salle, c'est un peu plus compliqué. Ils prennent souvent avec la mention C. Ouais, et tu peux rencontrer beaucoup de gens dans les mentions C. Et en plus, c'est une forme de coaching, mais en fait, c'est magnifique. C'est assez fun, ça change. C'est beau, parce qu'il y a une satisfaction derrière et franchement, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu en penses parce que je discutais avec une autre personne aussi qui était dans le coaching, pas forcément sportif, elle c'était plutôt vêtements, mode, etc. D'accord. Et elle disait, il faut d'abord aimer les gens, je pense. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Il faut d'abord aimer le contact, c'est vrai qu'on est souvent avec les gens, donc Et surtout que, c'est ce que je remarque, c'est que les gens sont énormément aussi stressés, surmenés. Ouais. Les gens peuvent pas vous agresser, mais ils peuvent être bruts avec vous. Moi, j'ai toujours été quelqu'un calme, posé. Ouais. Voilà, je suis pas renfermé, mais je sais, je prends sur moi, j'écoute avant d'avoir un jugement, parce que la personne peut être agressive au premier abord, mais peut-être que c'est un rideau de protection, tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'elle se met, mais ça se trouve au fond, c'est une crème, et en fait, je vois beaucoup de gens qui réagissent mal à ça et qui s'enflamment tout de suite, alors que ça se trouve, la personne extra, elle aurait pu t'apporter énormément de choses, mais oui, c'est vrai que voilà, le contact, chaque personne est différente, et c'est vrai que des fois, il faut vraiment gérer tout ça et il faut gérer ses émotions. Et tu penses que le coaching, vu qu'on est souvent en contact avec les gens, ça serait plutôt adapté pour une personne extravertie ou peu importe, même si on est introverti, je pense. Le coaching personnalisé? Non, plus le cours collectif, je dirais. Cours collectif, ouais. Alors moi, je sais qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui peut être très ouvert et très à rigoler, à faire la fête, etc. Comme mon père l'était, mais bon, des choses de la vie, comme beaucoup ont vécu, ont fait que je me suis créé un cocon. Et ce métier m'a... En fait, c'est comme si toute la journée, je pouvais la passer dans le mal, à être mal, ou je suis rarement mal, mais à être mal, ou pas bien, ou pas envie, etc. Mais une fois que je suis dans la salle, avec les gens, une trentaine, une vingtaine de personnes qui te regardent et qui sourient, qui sont là tout le temps, qui aiment ce que tu fais, parce que tu le fais avec le cœur, en fait. Alors ça, voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est de le faire avec le cœur et d'aimer, parce que dès que tu n'aimes plus ce que tu fais, les gens le savent. Ils le sentent. Ils le sentent, et moi, je suis quelqu'un qui laisse transparaître ça énormément. Ouais. Si je kiffe, je vais le faire et je vais kiffer. On m'a proposé de faire de la Zumba, de la baila à l'orange bleu, voilà. C'est un peu, voilà, il faut se mettre, voilà, c'est un autre monde, il faut se mettre dedans, il faut être un peu danseur quand même, etc. Et du coup, j'ai refusé parce que je ne voulais pas faire quelque chose, je voulais pas faire un cours et bouleverser aussi les habitudes des gens. Et voilà, il y a certaines choses que tu dois refuser, mais j'ai appris de trampoline, etc. Enfin, je kiffe, c'est marrant, voilà, t'as une musique, t'as un cours bien chorégraphié et ouais, en fait, c'est comme si je rentrais dans une bulle. Et quand je donne le cours et que les gens sourient, des fois je les force un peu, je les force pas, mais je les force à extérioriser, puisque des fois j'ai l'impression qu'il y a un mur où que les gens, ils font un cours collectif, mais ils sont beaucoup individuels. Ouais. Ils veulent être avec des gens, mais ils sont renfermés. Ça dépend aussi beaucoup des salles. Ça dépend des habitudes des profs aussi.
les habitudes des pros, tu as aussi les extravertis aussi qui vont être vachement avec toi devant, tu as les introvertis qui vont plus être en retrait. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que ce que je fais, les cours que je fais, ce que ça m'a permis d'avoir, d'être bien, de le transmettre. De le transmettre et de faire en sorte que ces gens soient bien. Ce qui est bon aussi, c'est l'après-cours, c'est-à-dire un peu une sorte de gratification, mine de rien. C'est vrai que notre métier apporte ça. C'est pas tous les métiers où on a à la fin, on a un merci pour le cours. Ah, je me sentais pas bien, mais là, grâce au cours, merci beaucoup, merci pour les. C'est presque la même adrénaline qu'un chanteur qui vient de faire un concert et qui sort. Et tu sais, il est encore comme ça. Tu sais, moi, je sors de cours, même quand j'étais stagiaire. Je sors de cours, je suis là, tu sais, je kiffe. Tu me reconnais pas. Bah oui. Tu me reconnais pas, même si le cours est fini. Je suis encore dans l'euphorie, en fait. C'est vrai, des fois, quand on enchaîne beaucoup les cours, des fois, on l'oublie, mais on a cette part de gratification. Et quand tu me dis ça, ça me fait penser aussi à un cours que j'ai eu, ne serait-ce qu'avant-hier. Un RPM où je me suis donné à fond, j'ai changé les musiques et tout. Et à la fin, même, on me disait, mais punaise, mais t'as mangé du lion, c'est ouf, c'est génial d'avoir ce retour après des cours, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous avez envie de faire ce métier, c'est avoir cette gratification et ce partage, quoi. Après, c'est comme tout, il faut savoir gérer le trop et le pas assez, le yin, le yang, tout ce que tu veux, mais il faut... Voilà, il y a toujours un trop, il y a toujours un pas assez, enfin, il y a... Ouais, faut voir. Si on fait trop, au final, voilà, on peut... Il faut toujours savoir gérer, il faut pas... voilà, faire de l'argent et tout, c'est bien, mais je pense que si on fait quelque chose par envie et que vous le faites parce que ça vous tient à cœur, forcément, ça réussira, en fait. Plutôt basculer sur le côté bodybuilding, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Parce que tu fais en ce moment un peu de body, d'ailleurs tu as une... en ce moment, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé un peu avec les joues. Voilà, c'est pas parce que je suis végétarien que j'ai des joues comme ça, hein. Mais après, tu pourrais nous parler. Après, j'en parlerai un petit peu de ça aussi. Et oui, donc en ce moment, je suis en préparation pour un Grand Prix qui se déroule là le samedi 12 mai, donc c'est dans une semaine. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la rigueur. D'ailleurs, avant de rentrer dans ça, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le bodybuilding, tout simplement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui peut être vraiment néophyte, qui ne connaît rien du tout. Qu'est-ce que c'est le bodybuilding en gros? Donc le bodybuilding, c'est de l'anglais, hein, ça veut dire c'est le culturisme, c'est façonner, donc construire son corps. Donc on façonne son corps en soulevant toujours plus de charges, ou en contrôlant toujours, en faisant plus de répétitions, en dormant, en mangeant, et du coup on construit un physique plus ou moins harmonieux, hein, ça dépend comment on s'entraîne, parce que pour moi le body c'est pas une science, mais c'est quelque chose de fort, et c'est quelque chose qui nous permet de se développer physiquement, mais mentalement aussi. Ça apporte énormément de choses. Donc c'est-à-dire c'est de mettre son corps dans la plus belle condition physique possible. Dans la plus belle condition de sa vie, même une fois sur scène. Voilà, c'est de l'exposer sur scène, de l'exposer, exposer ou non, parce qu'on peut très bien faire du bodybuilding personnellement, voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu dis que quelqu'un peut faire du bodybuilding, mais pas forcément dans un objectif de compétition, mais plus pour soi. Le bodybuilding, tout le monde le fait. Quelqu'un en cours collectif qui cherche à perdre du poids, c'est du bodybuilding, c'est du culturisme, parce que c'est pas considéré comme ça directement, mais c'est quelque part, c'est l'art de façonner son corps. Je veux développer mes quadriceps ou perdre un petit peu du ventre ou des bras, etc. Ça reste... Du bodybuilding, c'est un terme général, mais après c'est vrai qu'on l'a souvent associé à les mecs qui posent comme ça, qui sont ultra secs, qui n'ont rien mangé, qui ont mangé du blanc d'œuf pendant 3 mois. Mais c'est un terme général, tout le monde fait du bodybuilding. Enfin, tous les sportifs en salle, ou voilà, pour moi, quelque part. Ok, et donc du coup, alors au niveau bodybuilding, c'est quoi la préparation pour quelqu'un qui veut faire de la compétition, qui est sur scène? Comment on se prépare pour faire une compète de bodybuilding? Est-ce que c'est amené pour tout le monde? Est-ce qu'un débutant peut faire ça? Alors un débutant, non, c'est pas conseillé, parce que si vous démarrez de vraiment... Alors ça dépend, il y a des personnes génétiquement ou qui ont déjà une bonne masse musculaire, parce que voilà, ils ont une bonne masse musculaire de base, mais les personnes qui sont assez maigres dès le début, la compétition, on n'en parle pas tout de suite. Il faut déjà tailler, il faut déjà se construire un physique. Donc si tu entends partout qu'en un an, tu peux prendre au moins 10 kilos. La première année de musculation, sauf que c'est dans ces 10 kilos-là, tu n'auras pas 10 kilos de muscles purs.
C'est quelque chose qui se développe avec le temps, l'entraînement, toujours la rigueur. Si tu t'entraînes tout le temps, pareil, et que tu viens tout le temps à l'entraînement, que tu prends ta semaine de repos tous les 3, 4, 5, 6 mois, là, tu développeras de la qualité si tu t'entraînes bien aussi, si tu es bien aidé. Être coaché aussi, ça peut être une chose extra, parce que même moi... Tu un mentor? Est-ce que tu as un coach? Même moi, je suis coaché, je suis coaché par Lutfi Adjaoun, donc c'est à distance, mais c'est quelqu'un sur qui tu peux pas te reposer, mais qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va un peu te dire quoi faire, parce que même si je suis coach, alors des personnes peuvent être très bien électron libre à se dire je fais ma diète, je sais exactement, peut-être avec l'expérience aussi, mais je sais exactement quoi faire, je vais m'entraîner, je vais faire ça. Moi j'aime bien avoir quelqu'un aussi derrière, donc c'est pour ça aussi que je veux le transmettre aux gens, parce que je sais que ça peut être important d'avoir que les gens aient quelqu'un derrière eux pour les aider, pour les soutenir. Ça marche. Ok, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ta préparation? Ah oui. Comment on fait Donc généralement, voilà, on a tout ce qu'on appelle un off-season, un on. Donc on va faire, par exemple, je vais dire une bêtise, 8 mois de prise de masse. En gros, on va prendre un peu de gras, on va essayer de construire du muscle, on va pas mal manger. C'est quoi, par exemple, une séance entre guillemets? Une séance de muscu type? Ouais, comme tu dis, par exemple, pendant ces 8 mois de prise de masse, ça serait quoi en résumé une séance? Après, généralement, on alterne les cycles, donc on va essayer de changer de technique d'entraînement, mais pas tout le temps, pas toutes les semaines non plus, mais essayer de toujours essayer d'aller chercher un peu plus lourd, une rep de plus. Combien de séries? Ça peut varier entre 8, 10, 12 répétitions. Ça, c'est la fourchette globale, même à partir de 6 répétitions pour développer la force. Parce qu'avec une force, on peut développer de la masse musculaire, pas plus facilement, mais on peut développer plus de masse musculaire en soulevant plus de charges. Et après, à ne pas confondre, vous pouvez aussi développer du muscle avec 20 répétitions, tu vois. Il suffit de ne pas faire les répétitions en mode... je veux juste faire du pump et voilà. C'est se concentrer, c'est même 20 répétitions lentes, c'est de toujours chercher à essayer on va pas dire choquer le muscle, mais d'essayer toujours de détruire plus de fibres musculaires, parce que la musculation c'est ça, tous les sports c'est ça, c'est forcer son corps à toujours construire quelque chose de plus fort pour qu'il soit plus répondant la prochaine fois, tu vois. Donc là, en l'occurrence, en musculation, pour que le muscle se développe, on déchire les fibres musculaires en étirant le muscle à fond, par exemple sur un biceps sans verrouiller non plus l'articulation, donc on le sent, mais vraiment en allant le plus bas possible, en gardant une contraction et de remonter à fond. Donc l'étirement à fond et la contraction à fond. Dans ce cas-là, on casse des fibres musculaires, on se repose, on mange, on prend le temps de se reposer, on ne fait pas que de s'entraîner. Et après ça, le corps se construit plus fort parce qu'il faut qu'il assume pour l'entraînement d'après. Il va se dire, oula, il va me faire un truc de fou aujourd'hui, il faut que je sois présent. Sauf que si vous continuez toujours la même chose et que vous évoluez pas, le corps il va se mettre en mode automatique, quoi. En mode économie d'énergie, parce qu'on est fait pour ça. Le muscle n'est pas fait on n'est pas fait pour avoir autant de muscles. On n'a pas besoin d'autant de muscles, parce qu'il suffit de voir quand on arrête 2 semaines, on perd, parce que le muscle débarrasse des muscles qu'il n'a pas besoin. Des muscles qu'on ne se sert pas au quotidien. Avant, on faisait plus de travaux manuels. Maintenant, on fait moins de manuels. Si tu fais du coaching ou des cours collectifs, tu garderas de la masse musculaire parce que tu en as besoin. Mais ton corps gardera que ce que tu as besoin. Donc, il faut toujours un peu se faire violence, entre guillemets, pour construire plus de muscles et pour garder une bonne masse musculaire. Alors, un peu sur l'aspect compète, c'est comment une compétition de bodybuilding, en fait ça... Tu veux que je te dise ce que ça me fait? Non, plutôt, en gros, en général, donc c'est quoi? C'est un passage de combien de minutes? Il y a combien de passages? D'accord, ça dépend de la catégorie. Il y aura toujours... il y a plusieurs catégories. Il y a bodybuilding, il y a men's physique avec les shorts, il y a classique physique maintenant avec les anciens physiques, les boxers. Donc ils essayent de ramener les poses à l'ancienne, comme ça, etc. Il y a différentes poses. À esthétique, c'est un peu... Men's physique, ils sont un peu aussi dans ça. Il y a les modèles, il n'y a pas que les gros, il y a ceux qui veulent venir en costume, il y a ceux qui font du breakdance, peu importe le sport, et il y a une catégorie spéciale pour eux, ils viennent sur scène, 1 minute 30, ils s'éclatent. Sur scène, c'est les moments les plus magiques. Tu souffres pendant 3, 4, 5, 6 mois. Tu souffres, tu as fait une diète juste pour 1 minute 30 de passage,
et allez, peut-être 10 minutes de comparaison avec les autres pour savoir qui est le meilleur et qui c'est qui a donné le mieux de sa personne, tu vois. C'est juste pour ce moment-là. Et c'est quoi, comment les sensations sur scène? Les sensations sur scène, le temps, il s'arrête. T'as le temps qui s'arrête et c'est comme si tout ce que tu avais souffert avant, tu penses plus à la souffrance, tu te dis, je suis comme ça, les gens, ils applaudissent ou pas, tu vois, ça dépend du public, mais tu es là comme ça et tu as une sensation, le temps, il s'arrête, tu es là, tu as fait tout pour venir ici, tu as donné le meilleur de toi-même, c'est... Comme un artiste qui est sur scène. C'est magnifique. Et après, voilà, j'ai juste envie de dire, rebondir sur ça, c'est l'après-compète. C'est là où il faut faire le plus attention. Il y a l'après-compète où on va se goinfrer, parce qu'on n'a pas mangé de sucre ou quoi pendant très longtemps. Donc on va se goinfrer, on va manger plein de trucs. Hein. Ils reprennent jusqu'à 12 kilos en 2 jours, tu vois. Ils vont se goinfrer, etc. Et c'est là qu'il faut avoir un objectif juste après. Parce que si tu n'as pas un objectif de l'année d'après, se dire que, ou quoi, juste après une de mes compètes, mais l'année prochaine, je me lâche autant. Ouais. Juste après une de mes compètes, je me suis blessé et là, ça s'écroule. Et après, j'ai commencé mon travail, tout ça, et j'ai mis du temps à m'y remettre et surtout se fixer un but ultime, d'accord. Je veux faire tel truc dans tant d'années. Mon but ultime, moi, c'est que dans 5 ans, je vais donner le meilleur physique que j'ai, faire une grosse compétition prestigieuse. Quand tu dis grosse compétition, si on peut être précis, ça serait quoi? Être précis, je sais pas, ça serait... Peut-être ça part de là, tu sais, parce que je regarde beaucoup le développement personnel, tout ça. Ouais. Et ils disent, si on veut atteindre un rêve, il faut vraiment être précis. C'est-à-dire que bien sûr. Tu dis, il y a un but ultime, tu t'es dit 5 ans. Ok, 5 ans, ça serait quoi? Quel endroit? Quel truc? Moi, dans 5 ans, bon, mon objectif est hors sport dans 5 ans. Okay. Mais dans 5 ans, je veux avoir atteint le meilleur physique possible. Donc, mon idole, c'est Frank Zane. Je veux pas atteindre son physique. Je veux atteindre son harmonie, sa façon de poser, sa façon de sourire en posant, de son vacuum. Donc le vacuum, c'est le fait de pouvoir rentrer le ventre à fond là, et de faire apparaître limite les côtes. Enfin, c'est quelque chose pour maîtriser son transverse. Et ça serait, je sais pas, peut-être Arnold classique amateur, tu vois, une grosse compétition autre. Il y en a, je sais pas, il y en a en Espagne, il y en a partout, tu vois. Mais faire quelque chose de grand et m'amuser, voilà. Et après, d'ici 5 ans, par contre, je veux vivre une autre vie, en fait. Ok, donc alors, là on parle un peu de l'autre vie, ça serait quoi là? Plus photo? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est... Alors j'ai toujours... C'est pas que je n'aime pas le système, voilà, mais comme ça revient toujours à la même chose, j'aime pas être comme tout le monde et faire toujours, tu vois. Moi, on se rejoint sur ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Je sais pas, c'est peut-être bête, mais... Quand j'ai l'argent pour m'acheter ce que je veux, ce serait d'acheter un van dans lequel je pourrais habiter et conduire et traverser peut-être le pays, le monde, l'Europe. Une liberté. Une liberté de dormir où je veux et avec la photo, justement, tout est noté dans mon téléphone. Je te montrerai, il y a marqué ultime objectif, tout est noté et j'aimerais bosser, genre par exemple pour National Geographic, en paysage, en photo animalière, en photo sportive. Tu sais, c'est ceux qui dans les magazines. C'est connu, enfin c'est ultra connu, et toutes les photos même sur Instagram et tout, et c'est presque même de vivre de vidéos de voyage, Alors voilà, je vais rebondir un peu sur ça. La liberté. Là, je vois que tu parles un peu de photos. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment t'es venu à faire de la photo? Qu'est-ce que tu fais actuellement avec ça? Ça a démarré de mon métier de coach sportif. Ça a démarré du fait que j'aime bien me retrouver face à la caméra comme ça et de me dire que les gens qui regardent derrière ne sont pas forcément avec moi, mais je vais partager au travers d'une vidéo bien montée avec une image. Donc j'ai commencé avec YouTube. J'ai acheté, c'est cette caméra même qui filme ou une autre, parce que j'en fais professionnellement maintenant. Mais la première caméra que j'ai achetée, c'était pour faire des vidéos YouTube. Donc j'ai commencé à les faire. Et je sais pas, je suis sorti, j'ai été avec ma mère dehors, j'ai fait des photos. Et j'ai toujours kiffé un peu les beaux cadres, etc. J'ai fait des photos, j'ai commencé à en faire, etc., etc. J'ai commencé à faire un peu de vidéos, des petits clips comme ça, de temps en temps. J'ai voulu acheter un appareil photo plus pro, parce que j'avais la conviction que ça marcherait.
Donc j'ai investi dans tout ça, même si on me disait « Oh, tu dépenses ton argent pour rien ». Tu pourrais même dire le prix, ce serait combien? Le prix, un appareil photo pro, alors on n'est pas obligé d'avoir le matos plus haut de gamme pour réussir. Okay. Moi, vu les personnes que j'ai rencontrées grâce à ce métier, je savais que j'allais viser dans du haut directement. Enfin, c'est sans prétention, c'est juste que de ce que je visais moi, de ce que j'avais mon ambition, je voulais que mon matériel, par exemple, puisse durer et que puisse couvrir le plus de choses possible. Donc par exemple le boîtier plus un objectif pro qui vient de sortir parce que voilà, je suis un peu un geek aussi du matériel, hein, faut pas le cacher. Donc j'ai fait un crédit de 4 000 €. 4 000 € à peu près. Donc j'ai fini de rembourser par exemple, mais qui est rentabilisé par le fait que cet appareil il me permet de faire tout ce que je veux. Alors parce que moi aussi, maintenant que je te vois faire les photos, tout ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Ouais, je te dirais ça après si tu veux, mais vas-y, je te laisse. Comment démarrer en photo? Quel conseil pour un débutant? Comment on démarre? Acheter un appareil, quel qu'il soit. Lequel, par exemple? Je sais pas, il y a plusieurs marques. Il y a pas forcément les marques, mais plutôt les types. Les types, réflexe, hybride. Le futur, c'est les hybrides. Donc c'est les sans miroir, ce qu'on appelle. C'est des appareils qui font plus de bruit. C'est des appareils qui sont plus électronique que mécanique. Donc avec ce qu'on filme là, par exemple, il y a beaucoup plus de personnalisation, on peut voir l'exposition, et en fait on regarde ce qu'on regarde dans l'objectif, donc dans l'œilleton, c'est plus à travers ce qu'on voit directement dans la vraie vie entre guillemets, c'est la photo finale. Donc en fait c'est le futur, hein, tout simplement, les hybrides, c'est comme ça que ça évolue. Il suffit d'acheter, que ça soit Nikon, Canon, Lumix, Fujifilm, tout ce que tu veux, même l'entrée de base avec un objectif de kit, et de sortir et faire des photos. Tu fais des photos, tu essayes de te concentrer même au début sur le mode automatique, on s'en fout. On a peut-être tous commencé par là. De faire un beau cadre, et c'est surtout de raconter une histoire à travers la photo. C'est-à-dire? Je sais pas, vous marchez dans la rue, il y a la photographie de rue par exemple, vous avez la tour Eiffel, il y a un espèce de coucher de soleil derrière, il y a un monsieur avec une canne qui avance sur la route et il y a son ombre, je sais pas, et tu fais une photo à ce moment-là, et je sais pas, la photo elle te parle, tu vois. Déjà elle est belle, t'as une belle lumière, parce que c'est lumière, composition et essayer de raconter une histoire, tu vois. Et c'est le monsieur qui marche dans la rue, ou c'est... Je sais pas, ou c'est le monsieur par exemple qui est assis sur un banc en train de donner à manger au canard, tu vois, tu la mets une photo noir et blanc par exemple de ça, et il y a plein de choses qu'on peut raconter à travers une photo, et c'est quelque chose de différent de la vidéo. Une photo, c'est un truc figé, et c'est ce qui m'a permis aussi d'encore plus aimer le métier que je fais, parce que je fais des photos de sport, donc beaucoup parce que je baigne dedans, donc de street workout, etc. Et ça me permet d'être dans le sport, mais de plus être acteur du sport. J'ai toujours aimé avoir cette carapace et cette protection devant moi. Et du coup, le fait d'avoir l'appareil et de voir à travers l'appareil, c'est psychologique, mais je suis dans mon monde, et en fait, je vis le sport différemment que si je le pratiquais ou si je le coachais, tu vois. Donc en fait, j'ai un équilibre entre les deux, c'est ce qui me permet peut-être de tenir, et c'est ce qui me permet de vivre de ma passion, tout simplement. Okay. Donc voilà. Ta compète, elle est pour quand là? Donc là, on est actuellement dimanche, je ne sais pas quelle date. On est dimanche de la semaine avant la compète en fait. Okay. Donc la compète, c'est le samedi, donc il me reste quelques jours, là, une semaine. Ok, ça marche. Tu te sens prêt? On verra. Ça marche. On verra, j'ai commencé ma préparation tellement en retard que c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Donc voilà, c'est un défi, et je l'ai pris. Parce qu'en plus, ça m'a donné une... On revient toujours encore à la même chose, ça m'a donné un objectif. Ok, ça marche. Ça m'a permis de continuer à m'entraîner et de savoir pourquoi je m'entraînais, tout simplement. On peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, c'est @juvpower, donc il mettra ça peut-être en notation. Voilà, sinon, sur mon compte photo, c'est Johty, donc JOHTY-du-bas, tu le noteras. Et après, merci, c'est très plaisir, ça fait plaisir. Après, le reste, Facebook, tout ça, non, pas trop. Et sur YouTube, c'est JuvPower, tout simplement. Ok, Des petites vidéos à la cool, et on se marre, et on essaie de passer un bon moment, et de... Voilà. Ok, bon voilà, ça sera tout. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup mon pote. Et bon courage pour la compète. Merci. Là,
Ah, il est déjà tard, on va y aller. Ouais.